Podcalz, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer. Bonjour à tous, nouvel épisode du Podcalz, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer. Et aujourd'hui, nous sommes aux hôpitaux universitaires de Genève, au Centre de la Mémoire, et nous sommes accueillis par le professeur Giovanni Frisoni. Bonjour professeur. Bonjour Laurent. Professeur, nous allons parler du microbiote intestinal. Mais avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter à nos auditrices et auditeurs? Oui, je suis neurologue clinicien. Je dirige le Centre de la Mémoire, justement, des hôpitaux universitaires de Genève depuis 11 ans maintenant. Et avant, j'avais travaillé en Italie, comme facilement vous l'aurez deviné, pendant 22 ans au Centre national de la maladie Alzheimer à Brescia. Donc, j'ai commencé à travailler auprès et pour le patient avec troubles cognitifs et maladie Alzheimer au début de ma carrière et je suis toujours dans le même domaine. Comme je le disais en introduction, vous travaillez sur le microbiote intestinal. C'est un des sujets de vos recherches, mais très concrètement, qu'est-ce que c'est? En quoi cela consiste? Expliquez à nos auditrices et auditeurs, parce que je ne suis pas convaincu qu'ils sachent ce dont ils retournent. Le microbiote intestinal, c'est toutes les bactéries qui hébergent dans notre intestin. Et c'est une quantité de bactéries assez conséquente, à peu près 1,5 kg. C'est à peu près le même poids du cerveau. Et pas par hasard, on l'appelle souvent le deuxième cerveau. Moi, je plaisante souvent que pour certains des personnes que je connais, c'est le premier cerveau, mais ça, c'est autre chose. Vous êtes taquin, professeur, mais vous avez raison. On va redevenir sérieux un instant. On dit souvent qu'on a un deuxième cerveau qui est dans le ventre, mais très concrètement, quel est le rapport avec Alzheimer? Le rapport, c'est le suivant. Les neuropathologues qui ont décrit et étudié la maladie d'Alzheimer, ils ont toujours trouvé 3 phénomènes dans le cerveau. Le premier, c'est le dépôt d'amyloïdes, protéines toxiques que je crois que est bien connue par plusieurs des personnes. Le deuxième, c'est la protéine tau, je crois c'est assez bien connu aussi. Le troisième phénomène, c'est l'inflammation. Il y a des cellules inflammatoires dans le cerveau, résidentes dans le cerveau, qui sont activées. Ces dernières années, on a commencé à s'apercevoir que les personnes ont aussi des signes d'inflammation à l'extérieur du cerveau, c'est-à-dire des substances, des protéines dans le sang pro-inflammatoires. Là, il faut préciser une chose, l'inflammation, c'est une façon du corps humain de réagir au traumatisme, aux bactéries mauvais, aux virus, qui repose sur une balance, un équilibre entre des substances qui favorisent l'inflammation, des substances qui protègent, qui réduisent l'inflammation, et ça, c'est l'état de normalité. Lorsque quelque chose nous arrive, une grippe ou une infection, cet équilibre est changé en faveur de protéines pro-inflammatoires. Et chez les personnes avec maladie Alzheimer, les chercheurs ont commencé à trouver des signes d'inflammation hors du cerveau. Ces protéines dans le sang qui sont un signe précoce d'inflammation. Et ils se sont posé la question, mais d'où vient cette inflammation qui semble même être précédente le dépôt d'amyloïdes et de tau? Ça vient d'où? Et en sachant que le microbiote, les bactéries intestinaux sont très étroitement liées au système immunitaire, l'hypothèse qui est sortie, c'est que c'est les bactéries intestinaux, certains bactéries intestinaux, qui sont responsables d'un état pro-inflammatoire dans le sang, qui est ensuite responsable de l'inflammation dans le cerveau qui pourrait favoriser le dépôt d'amyloïdes et de tau. Ce qui veut dire que ces protéines se baladent dans le corps au travers du sang. Absolument, oui, c'est exactement le cas. Quand est-ce qu'on a découvert ces choses-là? Parce que on pense toujours, évidemment, Alzheimer égale cerveau, quelque part, on perd la mémoire. Mais là, dans ce deuxième cerveau, qui est le microbiote intestinal, ces avancées, ces découvertes datent d'il y a combien de temps? Entre 10 et 15 ans en arrière, on a commencé à faire ce type d'études. Et vous, professeur, vous travaillez depuis combien de temps
sur cette piste du microbiote intestinal et en quoi consistent vos travaux? Ça fait déjà une bonne dizaine d'années. Et nous avons deux axes. Un axe fondamental et un axe chez l'humain. On a commencé chez l'humain, parce que moi, je suis médecin, donc j'ai accès aux patients. Je peux leur demander de me donner un échantillon des selles au lieu de le jeter. Ils mettent leurs selles dans une boîte et puis nous faisons nos analyses. Et en faisant ces analyses, on s'est aperçu que certaines bactéries étaient plus présentes, plus fréquentes dans l'intestin des personnes atteintes de maladie Alzheimer que des personnes du même âge sans maladie Alzheimer. Et on s'est également aperçu que la maladie Alzheimer n'est pas une maladie qui ne réside que dans le cerveau. C'est une maladie qui est une maladie de l'organisme, c'est une maladie du corps entier. Et ça pourrait même être causé par quelque chose qui est à l'extérieur du cerveau, à l'occurrence le microbiote intestinal. Et ça, c'est une idée qui n'est pas autant farfelue qu'il pourrait sembler, parce que pour une maladie apparentée, Parkinson à l'occurrence, l'évidence que la protéine toxique qui n'est pas amyloïde, n'est pas tau dans ce cas, mais c'est la protéine alpha-synucléine, l'idée que la protéine alpha-synucléine se dépose à l'extérieur du cerveau avant que se déposer à l'extérieur du cerveau, les épreuves expérimentales sont assez importantes, assez fortes. Donc, ce n'est pas autant déraisonnable de penser qu'une autre maladie neurodégénérative telle que Alzheimer puisse avoir son origine à l'extérieur du cerveau, comme c'est le cas du Parkinson. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle au final que ces protéines ne soient pas uniquement dans le cerveau, qu'elles soient aussi dans le microbiote? Est-ce que ça donne peut-être potentiellement plus de possibilités pour vaincre Alzheimer? Ou est-ce qu'au contraire, ça complique les choses? Effectivement, ça complique les choses parce que c'est un facteur de risque en plus, mais c'est un facteur de risque qu'on pourrait modifier. Parce que le nerf de la guerre, c'est de trouver les bonnes souches et les mauvaises souches. Et essayer de remplacer les mauvaises souches bactériennes avec les bonnes souches bactériennes. Et ça, c'est le travail qui est en cours. On aura besoin de plusieurs années. Disons, l'horizon, c'est entre 5 et 10 ans. Mais c'est quelque chose de raisonnable et de faisable. Est-ce qu'on a des raisons d'espérer qu'on puisse enfin déboucher sur un traitement? Et puis, quel type de traitement pouvons-nous espérer d'ici quelques années? Oui, je crois qu'il y a de l'espoir fondé que les interventions basées sur le microbiote puissent être utiles pour l'Alzheimer. L'espoir vient de l'observation que déjà, la transplantation fécale a montré être efficace pour une condition qui n'a rien à voir avec l'Alzheimer, qui est une colite particulière due à une bactérie particulièrement résistante. Mais ça fonctionne. Le deuxième élément d'espoir, c'est que chez les enfants avec autisme, les scientifiques et cliniciens scientifiques ont eu des résultats assez étonnamment positifs avec des bactéries intestinaux, avec des probiotiques ciblant de manière spécifique l'écosystème intestinal des enfants avec autisme. Excusez-moi un instant, mais comment ça s'explique selon vous, le fait qu'il y ait un rapport entre ces enfants autistes et ces bactéries probiotiques? Le système immunitaire est impliqué dans le développement du cerveau. L'autisme, c'est une maladie développementale, mais le système immunitaire est impliqué dans le développement du cerveau. Le microbiote est un lien étroit avec le système immunitaire, d'où le lien avec les maladies telles que l'autisme. Professeur, je reviens à une information que vous avez donnée en début d'interview. Le microbiote intestinal, c'est notre second cerveau. Comment est-ce qu'on peut lutter justement contre Alzheimer, mais au niveau intestinal? Est-ce qu'il y a par exemple, je ne sais pas, une alimentation, peut-être un besoin de faire du sport, bref, une vie peut-être plus sociale, un petit peu comme finalement Alzheimer côté cervelle, si je puis dire? Est-ce qu'il y a, selon vous, des manières de lutter aujourd'hui, mais côté microbiote intestinal? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? À l'heure actuelle, les avis pratiques sont très limités.
toute la recherche sur le microbiote, c'est de l'ordre de la recherche. Et on espère que dans 10 ans, on aboutira à quelque chose, mais pour l'instant, on n'a pas des cocktails probiotiques ciblés qui ont été montrés être efficaces pour prévenir ou pour retarder la maladie. Ce qu'on peut faire, ce qui a été montré dans ce domaine, c'est la diète. Là, on a des données assez fortes qui montrent que la diète méditerranéenne est protective sur le développement de démence en général. Est-ce que c'est plutôt Alzheimer? Est-ce que c'est plutôt vasculaire? On ne sait pas vraiment. Mais la diète méditerranéenne est protective sur les phénomènes, la démence liée à l'âge. Diète méditerranéenne, qu'est-ce que ça veut dire? Alors justement, je vous interromps un petit instant, professeur. On parle plutôt en France de régime méditerranéen. Tout simplement que nos auditrices et auditeurs comprennent bien qu'on n'est pas en train de faire un régime au sens Weight Watcher du terme. Bien au contraire, c'est la manière de se nourrir, l'alimentation qui est plutôt méditerranéenne. Je vous ai interrompu, pardonnez-moi. Ok, je m'adapte à l'expression française très volontiers. Le régime méditerranéen, justement, c'est éviter les viandes rouges ou réduire drastiquement les viandes rouges, privilégier le poisson, les fruits et légumes, graisses végétaux et pas graisses animaux, pas de beurre, plutôt huile d'olive. Mais c'est la diète dans la plupart dans la France du Sud, je crois, en Provence, en Italie, probablement souvent suivi par la plupart des personnes. En Europe, pas hors d'Europe, effectivement, ce n'est pas forcément le cas. Donc si je comprends bien, le régime méditerranéen peut toutes et tous nous sauver. Et vous l'avez dit, même si on est encore réellement au stade de la recherche, et vous êtes encore une fois parmi les pionniers de cette recherche et de cette découverte de la piste du microbiote intestinal, d'ici 10-15 ans, on en saura nettement plus et on pourra là aussi encore combattre la maladie de l'Alzheimer via le microbiote intestinal. Oui, je crois que ça pourrait être l'une des interventions avec d'autres, avec des interventions liées au style de vie ou d'autres médicaments, chez des personnes à haut risque. Là, je crois que le mot-clé du futur, de la prévention de la maladie d'Alzheimer du futur, sera la prévention personnalisée. C'est-à-dire de faire des interventions ciblées pour les personnes qui ont des facteurs de risque. Pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui n'ont pas de facteurs de risque et donc ils ne doivent rien faire de particulier sauf suivre les styles de vie saines que tout le monde connaît. Mais dans le futur, nous allons avoir des interventions sur des facteurs de risque spécifiques chez les personnes qui auront le facteur de risque. Par exemple, des médicaments anti-amyloïdes. Médicaments anti-amyloïdes que nous avons déjà, les anticorps. Probablement, les anticorps monoclonaux ne seront pas adaptés à des programmes de prévention sur grande échelle, mais des petites molécules peu chères et facilement et bien tolérées sont déjà dans un état relativement avancé de développement. Et ça pourrait être l'une des interventions dans le futur. Merci à vous, professeur. C'était passionnant encore une fois. Je pense que beaucoup de nos auditrices et auditeurs ont appris déjà ce qu'était un microbiote intestinal et que là encore une fois, vous êtes porteur d'espoir comme l'ensemble de la communauté qui cherche à mettre Alzheimer enfin KO. Merci à vous, professeur. Merci à vous, Laurent. Chers auditrices et auditeurs, vous venez d'entendre le professeur Giovanni Frisoni et vous l'avez compris, la recherche contre Alzheimer a besoin de votre aide. Dès lors, comment faire? Eh bien écoutez, c'est extrêmement simple. Vous envoyez don DON par SMS au 92 922. Ce sont 5 € qui iront à la recherche. Donc allez-y, allez-y, allez-y. Il n'y a pas de petits dons. Et j'espère que dans quelques années, Alzheimer ne sera plus qu'un très mauvais souvenir, comme le dit le docteur Olivier Deladoucette. À très bientôt pour un nouvel épisode du Podcast, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer.